30 ans de loyauté ne valaient pas plus qu'une seule nuit avec un autre homme. C'est du moins ce qu'affirmait le mot que ma femme avait laissé, posé sur la table de notre dîner d'anniversaire pourtant méticuleusement dressé. Je me tenais là, dans ma chemise repassée et ma cravate. Le repas que j'avais préparé refroidissait doucement. Je lisais ces mots qui brisaient notre mariage, avec la même désinvolture que l'on aurait pour annuler un déjeuner. Béatrice m'expliquait qu'elle passerait la nuit de notre anniversaire avec l'homme de ses rêves. Elle était persuadée que je l'attendrais sagement, qu'elle retrouverait son filet de sécurité habituel, moi. 3 décennies de souvenirs, de sacrifices et de rêves partagés, tout cela était réduit à un détail sans importance. Une simple commodité, que l'on met de côté pour un frisson passager. Elle s'attendait au pardon, sans avoir à le demander. À la loyauté, sans la mériter. À l'amour, sans aucune réciprocité. Ce que j'ai fait ensuite, ce n'est pas ce qu'elle attendait, ni même ce à quoi vous pourriez vous attendre. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est l'histoire d'une dignité retrouvée. Quand quelqu'un confond votre constance avec de la faiblesse, ou si l'on a déjà considéré votre loyauté comme un acquis, alors vous comprendrez ce que Julien a fait ensuite. Le matin de notre 30e anniversaire de mariage s'est levé, lumineux et plein de promesses. Je m'étais levé tôt, comme j'en avais l'habitude après 40 ans passés dans la gestion de patrimoine. Et ce, même si la retraite m'offrait désormais le luxe de faire la grasse matinée. Cette journée me semblait importante. 3 décennies de mariage méritaient d'être célébrées comme il se doit. J'avais passé des semaines à organiser une soirée spéciale. J'avais d'abord fait des réservations au restaurant, puis j'avais opté pour un dîner intime à la maison, lorsque Béatrice avait glissé qu'elle préférait quelque chose de discret. Dans notre cuisine, la lumière du soleil traversait les fenêtres, celles que j'avais installées moi-même, il y a 10 ans. J'ai préparé le café comme Béatrice l'aimait, fort, avec juste un nuage de crème. Cette routine familière était réconfortante. Pourtant, ces derniers temps, elle prenait plus souvent son café à emporter, plutôt que de partager la conversation du petit déjeuner. « Bonjour, Julien, dit-elle, entrant d'un pas léger dans la cuisine. Elle portait ses vêtements de sport, ses cheveux blonds parsemés d'argent soigneusement tirés en arrière. Je file au yoga, puis je rejoins Suzanne pour un café. « N'oublie pas, nous avons notre dîner ce soir, lui ai-je dit, en lui tendant son mug préféré. J'ai pensé préparer ce saumon que tu aimes tant. » Béatrice leva les yeux de son téléphone, sur lequel son attention était fixée depuis son entrée dans la pièce. « Oh, c'est vrai. Notre anniversaire. » Elle prit le café et m'adressa un sourire rapide, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On peut faire simple, n'est-ce pas? Pas besoin de faire des folies après toutes ces années. » Bien sûr, ai-je approuvé, même si j'avais déjà commandé des fleurs et acheté un petit cadeau. Comme tu préfères. Au moment où elle partait, j'ai remarqué que son téléphone vibrait de nouveau. L'écran s'est allumé pour afficher un message, et bien que je ne puisse pas le lire, j'ai vu un prénom devenu de plus en plus familier, Martin. Béatrice l'avait mentionné à plusieurs reprises au cours des derniers mois. C'était un nouveau collègue à la galerie d'art, où elle travaillait à temps partiel. L'homme de ses rêves, l'avait-elle appelé une fois en plaisantant, alors qu'elle décrivait ses connaissances pointues en art européen. J'avais repoussé le malaise qui s'installait dans mon estomac. Après 30 ans, un peu d'admiration pour un collègue semblait tout à fait inoffensif. Très élégant aujourd'hui, Julien, m'a lancé Michel, mon voisin, par-dessus la clôture, alors que je taillais les rosiers plus tard dans la matinée. À 68 ans, je mettais un point d'honneur à rester en forme et soigné. De grands projets? Notre dîner d'anniversaire ce soir, ai-je répondu, en m'essuyant le front. Michel hocha la tête avec approbation. 30 ans, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'exceptionnel de nos jours. En effet, ai-je convenu, bien qu'une ombre de doute m'ait traversé l'esprit. Les choses avaient changé dernièrement. De petits détails, la distraction de Béatrice, ses allusions de plus en plus fréquentes à Martin, des heures plus longues à la galerie, de nouveaux vêtements que je ne lui connaissais pas. Béatrice travaille toujours à cette galerie, a demandé Michel. Son ton désinvolte masquait mal l'observation attentive dans ses yeux. 3 jours par semaine. Ça lui plaît beaucoup. Michel a hésité. C'est bien d'avoir des centres d'intérêt séparés, j'imagine. Marie et moi avons toujours trouvé que l'équilibre était essentiel.
Il a fait une nouvelle pause. Mais la reconnaissance l'est tout autant. Parfois, j'observe la façon dont les gens se traitent, après des décennies passées ensemble. Il a laissé sa phrase en suspens. Tout va bien pour nous, ai-je dit par automatisme, même si ces mots résonnaient en moi d'une manière inconfortable. Après le départ de Michel, j'ai continué les préparatifs pour la soirée. J'ai fait mariner le saumon, et j'ai sélectionné une bouteille de vin dans notre modeste cave. Alors que j'attrapais les verres à vin dans le vaisselier, j'ai remarqué le sac à main de Béatrice sur la table d'appoint. Son portefeuille était partiellement visible. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais quelque chose m'a poussé à regarder à l'intérieur. Parmi ces reçus, j'en ai trouvé un provenant d'une boutique chic du centre-ville. Un achat de lingerie datant de la veille. Ce n'était pas pour moi. En 30 ans de mariage, Béatrice ne m'avait jamais surpris avec de telles choses. J'ai tout remis soigneusement en place. Mes mains étaient plus stables que mon cœur. À 18 h, notre salle à manger était métamorphosée. Les bougies n'attendaient plus qu'à être allumées, la table était dressée avec notre plus belle vaisselle, et le saumon restait au chaud dans le four. J'avais même mis la musique préférée de Béatrice, ces standards de jazz qu'elle adorait lors de notre rencontre. La porte d'entrée s'est ouverte à 18 h 15. J'ai ajusté ma cravate, lissé mes cheveux argentés encore épais, et je me suis préparé à accueillir ma femme. Béatrice est entrée. Elle portait une robe que je ne lui avais jamais vue, élégante, noire, de toute évidence neuve. Son maquillage était plus prononcé que d'habitude, son parfum plus capiteux. « Julien » a-t-elle dit, semblant surprise par les efforts que j'avais déployés. « C'est très beau. »« Joyeux anniversaire » ai-je murmuré, en m'approchant pour l'embrasser sur la joue. Elle s'est légèrement détournée, de sorte que mes lèvres ont à peine effleuré sa peau. « Il faut qu'on parle avant le dîner » a-t-elle lâché, en posant son sac à main. Son expression reflétait une émotion que je n'arrivais pas vraiment à cerner. Un mélange de détermination et de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Tout va bien » ai-je demandé, même si je savais déjà que non. Béatrice a pris une grande inspiration. « J'ai pris une décision, Julien. Ce soir, je ne resterai pas pour le dîner. » La pièce a semblé vaciller légèrement. « Tu te sens malade ? » Non, rien de tel. Elle me regardait droit dans les yeux maintenant. « Tu connais Martin, de la galerie. Nous sommes devenus proches. Très proches. Il m'a invité à passer la soirée avec lui, à son appartement. » Les mots flottaient entre nous, leur signification ne laissait place à aucun doute. « Le jour de notre anniversaire, ai-je dit, d'une voix calme mais assurée. Ça tombe sur ce soir, c'est tout. Il part pour Paris demain, pour 3 semaines. » Elle a tendu la main vers la mienne. Je me suis surpris à reculer d'un pas. « Julien, toi et moi avons passé 30 belles années, mais j'ai besoin d'autre chose. Juste pour ce soir. » D'autre chose, ai-je répété, ces mots me laissant un goût amer. Ce n'est qu'une seule nuit, Julien. Son ton se voulait apaisant. Je serai de retour demain, et nous pourrons fêter ça à ce moment-là. Cela ne change rien entre nous. Pas vraiment. Tu es mon mari, mon roc. Ton filet de sécurité, ai-je conclu, la réalité devenant d'une clarté limpide. Elle a souri, soulagée que je semble comprendre. Exactement. Tu es toujours si constant, si fiable. C'est pour cela que je peux te dire ça. Parce que je sais que tu seras toujours là. Nous pourrons surmonter ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. La femme autour de laquelle j'avais construit ma vie m'annonçait, le jour de notre anniversaire, qu'elle prévoyait de commettre un adultère. Et elle s'attendait à ce que je l'accepte, tout simplement. Je devrais y aller, a-t-elle dit en jetant un œil à sa montre. Je ne veux pas être en retard. Avant que je ne puisse répondre, elle notait quelque chose sur un bloc-notes que nous gardions près du téléphone. Voici l'adresse et le numéro de Martin, juste en cas d'urgence. J'aurai mon téléphone. Elle a embrassé ma joue, attrapé son sac, et s'est dirigée vers la porte. Ne m'attends pas. Nous parlerons demain. La porte s'est refermée derrière elle, avec un léger clic qui, d'une certaine façon, sonnait de manière définitive. Je suis resté seul dans notre salle à manger.
J'étais entouré de bougies vacillantes et d'un repas qui refroidissait, tenant dans ma main un papier avec l'adresse d'un autre homme. Le saumon est devenu froid. Les bougies se sont consumées. Je suis resté debout pendant plusieurs minutes après le départ de Béatrice. Son mot dans la main, ses paroles résonnant dans ma tête. L'audace de sa présomption me laissait sans voix. Pas seulement la trahison en elle-même, mais l'attente désinvolte que j'allais m'y soumettre. J'ai bougé de façon mécanique. J'ai éteint les bougies, couvert la nourriture, et je me suis versé un verre du vin que nous aurions dû partager. En 30 ans, je n'avais jamais été confronté à une telle situation. Nous avions surmonté les défis habituels du mariage, les revers professionnels, une fausse couche au début de notre union, les dernières années difficiles de ma mère. À travers tout cela, j'avais toujours cru en notre partenariat. À présent, assis dans notre salon plongé dans la pénombre, je me suis forcé à examiner les derniers mois avec plus de lucidité. Les mentions de plus en plus fréquentes de Martin par Béatrice, ses nouveaux vêtements, les soirées tardives aux événements de la galerie, sa distraction et sa distance émotionnelle. Toutes ces pièces s'assemblaient pour former une image évidente, que j'avais jusqu'alors refusé de voir. Mon téléphone a sonné, me tirant brusquement de mes pensées. Le nom de mon frère, David, s'affichait sur l'écran. Je t'appelle juste pour vous souhaiter, à Béatrice et à toi, un joyeux anniversaire de mariage, a-t-il lancé joyeusement. 30 ans. Elle a aimé le saumon? Elle n'est pas restée pour le dîner, me suis-je entendu dire, la voix étonnamment stable. Quoi? Et pourquoi ça? Le ton de David a immédiatement viré à l'inquiétude. Je me suis retrouvé à tout lui raconter. L'annonce de Béatrice, sa désinvolture, son intime conviction que j'allais simplement attendre son retour. Seigneur, Julien, a soufflé David quand j'ai eu terminé. C'est. Je ne sais même pas quoi dire. Tu tiens le coup? J'encaisse, ai-je répondu, surpris moi-même par le calme de ma voix. Tu encaisses? Moi, je serais en train de jeter ses affaires sur la pelouse. Ce n'est pas mon genre, ai-je dit simplement. Non, c'est vrai, a reconnu David après un instant. Tu as toujours été la voix de la raison. Mais Julien, là, ça dépasse l'entendement. Elle compte sur le fait que tu te laisses marcher sur les pieds comme un paillasson. Le mot m'a piqué à vif, car il renfermait une part de vérité. Ma stabilité, ma fiabilité, toutes ces qualités que je considérais comme des forces, étaient-elles devenues des faiblesses aux yeux de Béatrice? Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé David. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais je vais trouver. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers l'ordinateur que nous partagions. J'utilisais rarement les réseaux sociaux, mais Béatrice était active sur plusieurs plateformes. Avec un mélange d'appréhension et de détermination, je me suis connecté à notre espace de stockage en ligne. Les photos de son téléphone s'y téléchargeaient automatiquement. C'était un système que j'avais configuré il y a des années, et qu'elle avait visiblement oublié. Ce que j'y ai trouvé a tout confirmé. Il y avait des photos de Béatrice, en compagnie d'un homme aux cheveux argentés que j'avais aperçu lors des événements de la galerie. Rien d'explicitement romantique, mais leur langage corporel racontait toute l'histoire. Cette façon de se pencher l'un vers l'autre, les effleurements familiers, les sourires intimes. Ces photos n'étaient pas récentes. Les premières remontaient à 3 mois. Je suis ensuite allé sur notre boîte mail. Béatrice avait sa propre adresse personnelle, mais nous tenions un compte commun pour la gestion de la maison. Dans la corbeille, j'ai trouvé des messages supprimés, échangés entre eux. Les mots étaient soigneusement choisis, mais leur intention était sans équivoque, des plans avaient été faits, une impatience avait été exprimée. La soirée d'aujourd'hui n'avait rien de spontané. Elle avait été orchestrée depuis des semaines. Cette planification minutieuse rendait la trahison encore plus insupportable. Ce n'était pas un moment d'égarement, ni une passion soudaine. C'était purement calculé. Et dans ce scénario, on m'avait attribué le rôle du mari fiable. Celui qui allait comprendre, pardonner, et attendre sagement. L'aube m'a trouvé attablé dans la cuisine, un bloc-notes jaune devant moi. Mes pensées finissaient par s'organiser avec clarté. J'avais passé la nuit à osciller entre le choc, la douleur, la colère, pour finalement aboutir à une ferme résolution. Je n'avais pas dormi, mais je me sentais étrangement lucide,
comme si un brouillard s'était dissipé. Je n'avais fait aucune tentative pour contacter Béatrice, ni pour vérifier si elle était rentrée. L'aller vite devant la maison m'indiquait tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon téléphone a émis un carillon. C'était un texto de maître Laurent Rousseau, mon avocat et ami depuis 20 ans. Joyeux anniversaire de mariage, Julien. Un déjeuner la semaine prochaine? J'ai répondu immédiatement. Besoin de te voir plus tôt. Aujourd'hui, c'est possible? Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Au cabinet à 10 heures. Tout va bien? Je t'expliquerai de vive voix. 10 heures, c'est parfait. J'ai pris une douche et je me suis habillé avec un soin inhabituel. J'ai choisi une chemise bleue impeccable et un pantalon gris. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai scruté mon reflet. Mes cheveux argentés étaient encore épais. Mon visage était ridé, mais il conservait des traits forts. Mes yeux bleus étaient clairs, malgré cette nuit d'insomnie. J'avais toujours mis un point d'honneur à bien vieillir, à entretenir ma santé et mon apparence, même à l'approche de mes 70 ans. Alors que je nouais ma cravate, une notification est apparue sur mon téléphone. Une alerte de carte de crédit. Béatrice venait de régler un petit déjeuner pour deux, dans un hôtel du centre-ville. C'était la confirmation finale, si tant est que j'en ai eu besoin. Je me sentais curieusement calme, alors que je rassemblais les documents importants. Notre certificat de mariage, nos relevés bancaires, les actes de propriété. 30 années passées dans la gestion de patrimoine m'avaient appris la valeur d'une bonne documentation, et l'importance de l'anticipation. Avant de partir, j'ai écrit quelques mots dans le journal que je tenais de façon sporadique depuis des années, 15 avril 2025, notre 30e anniversaire. Hier soir, Béatrice a choisi de le passer avec un autre homme. Pensant que j'allais simplement attendre son retour. Aujourd'hui, je choisis la dignité plutôt que le confort. Ce qui se passera ensuite se fera selon mes propres termes, et non les siens. Suzanne, la meilleure amie de Béatrice, a paru surprise lorsque je me suis glissé sur la banquette en face d'elle, au café. Julien, je ne m'y attendais pas. Béatrice est avec toi. Non, ai-je répondu d'un ton affable, remarquant son malaise. J'ai pensé que nous pourrions discuter un peu. Suzanne s'est agitée sur son siège, ses yeux balayant nerveusement la salle. Je ne peux vraiment pas rester longtemps. J'ai un rendez-vous. Cela ne prendra pas beaucoup de temps, l'ai-je rassuré. Je voulais juste te demander depuis combien de temps tu es au courant pour Martin. Son visage a rougi, confirmant ainsi mes soupçons. Je ne vois pas de quoi. Suzanne, l'ai-je interrompu doucement. Béatrice a passé la nuit de notre anniversaire avec lui. Je ne suis pas là pour faire un drame. J'aimerais juste comprendre depuis combien de temps cela dure. Elle a fixé son café du regard. Quelques mois, a-t-elle fini par admettre. Ça a commencé comme un simple flirt, puis c'est allé plus loin. Elle disait que c'était excitant, que ça lui donnait l'impression d'être à nouveau vivante. Et hier soir, savais-tu qu'elle avait prévu cela spécifiquement pour notre anniversaire? Le malaise de Suzanne est devenu encore plus visible. Elle a mentionné que ça pourrait arriver. Je lui ai dit que le moment choisi semblait cruel, mais elle a répondu que tu comprendrais. Que tu comprends toujours. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Pas cette fois, ai-je soufflé. Julien. Suzanne a tendu la main à travers la table. Elle t'aime, à sa manière. Elle a juste besoin d'un peu d'excitation, de quelque chose de différent. Elle dit toujours que tu es son roc. Son filet de sécurité, ai-je corrigé. Suzanne a acquiescé. Exactement. C'est ce qui fait que votre mariage fonctionne. Elle peut vivre ses petites aventures, parce que tu es tellement stable. Je me suis levé, laissant quelques pièces pour mon café auquel je n'avais pas touché. Merci pour ta franchise, Suzanne. Tu m'as aidé à y voir plus clair. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé, l'inquiétude se glissant dans sa voix. J'ai souri légèrement. Ce que toute personne ayant un minimum d'amour-propre ferait, lorsqu'elle découvre qu'on se sert d'elle. Alors que je sortais, mon téléphone a sonné. Un texto de Béatrice. Peux-tu récupérer mes vêtements au pressing aujourd'hui? Je serai à la maison vers 18 h.
Je n'ai pas répondu. Le cabinet d'avocat de maître Laurent Rousseau occupait le 10e étage d'un immeuble en centre-ville, offrant une vue sur le parc où Béatrice et moi nous promenions tous les dimanches. Son assistante m'a fait entrer immédiatement. Son accueil, d'ordinaire enjoué, s'est effacé face à ce qu'elle a dû lire sur mon visage. Laurent s'est levé à mon entrée, l'inquiétude se lisant sur ses traits. À 65 ans, il restait imposant, grand, les épaules larges, avec la réputation d'être à la fois juste et redoutable en négociation. « Julien » a-t-il dit en m'indiquant une chaise. « Que se passe-t-il » J'ai exposé la situation de manière concise. J'ai présenté les faits, sans aucune fioriture émotionnelle. Laurent m'a écouté sans m'interrompre, son visage s'assombrissant à mesure que je parlais. « Si je comprends bien, a-t-il repris quand j'ai eu terminé, Béatrice t'a informé, le soir de votre anniversaire, qu'elle passait la nuit avec un autre homme. Et elle s'attendait à ce que tu acceptes la situation, en l'attendant bien sagement à son retour. » C'est exact. Laurent a secoué la tête. Et ce n'était pas un simple écart momentané. D'après les emails et les photos, elle planifiait cela depuis des mois. Au moins 3, ai-je confirmé. Il s'est adossé à son fauteuil, m'observant attentivement. La plupart des hommes dans ta position seraient fous de rage en ce moment. Est-ce que ça aiderait? Non, a-t-il admis, mais ce serait compréhensible. J'ai dépassé le stade du choc, ai-je déclaré. Maintenant, j'ai besoin de connaître mes options. Laurent a hoché la tête avec approbation. C'est pour ça que nous avons toujours fait du bon travail ensemble. Tu as un esprit stratégique. Il a appuyé sur son interphone. Jeanne, s'il vous plaît, demandez à Céline Dubois de nous rejoindre. Quelques minutes plus tard, Céline est entrée. C'était ma conseillère financière depuis 15 ans. Sa présence ne m'a pas surpris. Laurent et Céline collaboraient souvent sur les dossiers complexes de leurs clients. Julien, a-t-elle dit chaleureusement, avant de remarquer mon expression. Que vous arrive-t-il? Laurent a résumé la situation, pendant que je remettais à Céline les documents financiers que j'avais apportés. Je suis désolé que vous ayez à traverser cette épreuve, a dit Céline lorsqu'il a terminé. Mais sur le plan financier, vous êtes dans une position beaucoup plus forte que Béatrice ne l'imagine. Elle a ouvert son ordinateur portable, affichant mes comptes. Votre fonds de retraite est en excellente santé. Plus important encore, vous souvenez-vous de ces investissements séparés que nous avons mis en place il y a 12 ans? Ceux que Béatrice ne souhaitait pas gérer. J'ai fait oui de la tête. Béatrice m'avait toujours laissé gérer les questions financières, considérant que c'était ennuyeux. Ils ont exceptionnellement bien performé, a poursuivi Céline. Ce portefeuille à lui seul pourrait vous assurer un train de vie très confortable pour le reste de vos jours. Et légalement, a ajouté Laurent, ces investissements sont uniquement à ton nom. Ils ne font pas partie des biens communs, puisqu'ils ont été créés à partir de l'héritage de ta mère. Un poids dont je n'avais même pas conscience s'est légèrement envolé. J'ai donc des options. Bien plus que Béatrice ne le pense probablement, a confirmé Laurent. La maison est à vos deux noms sur l'acte de propriété, mais tu as réglé 70% des mensualités depuis tes comptes personnels. Cela pèsera lourd lors du partage des biens. Je ne cherche pas à punir Béatrice, ai-je clarifié. J'ai simplement besoin de me protéger, moi et ma dignité. Laurent et Céline ont échangé un regard. C'est tout à ton honneur, a déclaré Laurent. Mais tu dois te préparer. Quand des personnes comme Béatrice réalisent que leur filet de sécurité a disparu, elles réagissent souvent de manière imprévisible. Que me conseillez-vous? Pendant l'heure qui a suivi, nous avons élaboré un plan. Une stratégie mesurée, équitable, mais conçue pour établir des limites claires. Alors que nous terminions, Laurent a posé la question que je retournais dans ma tête depuis la veille. Envisages-tu une séparation ou un divorce? Je ne sais pas encore, ai-je répondu en toute franchise. Mais j'ai besoin d'espace pour prendre cette décision. Et je veux le faire selon mes propres termes, pas en vivant sous le même toit qu'une personne qui a montré un tel mépris pour notre mariage. Je comprends, a dit Laurent, et j'ai une suggestion qui pourrait répondre à ce besoin immédiat. En fin d'après-midi, les éléments clés de mon plan étaient en marche. Laurent m'avait mis en contact avec Morgane Blanc, une agente immobilière. Elle m'avait fait visiter un appartement meublé, disponible de suite,
dans une résidence sécurisée du centre-ville. Le bail était renouvelable au mois, ce qui convenait parfaitement à mon emploi du temps incertain. J'étais passé à ma banque, ajustant mes comptes pour protéger mes actifs séparés, tout en m'assurant que les factures courantes de la maison continueraient d'être payées. Je ne cherchais pas à créer des difficultés financières pour Béatrice, mais simplement à établir mon indépendance. Mon neveu, Alexandre, m'a aidé à charger les affaires essentielles dans ma voiture, des vêtements, des documents personnels, des souvenirs qui m'étaient chers. À 25 ans, il débordait de l'énergie de la jeunesse, mais faisait preuve d'une perspicacité rare. Oncle Julien, m'a-t-il dit alors que nous portions des cartons vers mon véhicule. Est-ce que tout va bien entre toi et tante Béatrice? Nous prenons un peu de distance l'un envers l'autre, ai-je répondu, ne voulant pas l'accabler de détails. Alexandre a acquiescé d'un air pensif. Parfois, prendre ses distances aide les gens à y voir plus clair. C'est ce qu'on espère, ai-je glissé. Même si, au fond, je ne savais plus vraiment ce que j'espérais. Alors que nous finissions de charger la voiture, mon frère David est arrivé pour nous aider avec le déménagement vers l'appartement. « Tu es sûr de toi ?» a-t-il demandé doucement. « Je suis sûr que je dois faire quelque chose, ai-je répondu. Rester et faire comme si de rien n'était n'est pas une option. David m'a serré l'épaule. « Je suis fier de toi, Julien. Il faut du courage pour se défendre, après toutes ces années. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge à ces mots. Je sais juste que je mérite mieux que d'être la solution de repli de quelqu'un. Avant de partir, j'ai écrit une lettre à Béatrice. Pas un long déballage émotionnel, mais une explication claire et digne de ma décision. Béatrice. Après 30 ans de mariage, je n'aurais jamais cru devoir écrire cette lettre. Ta décision de passer la nuit de notre anniversaire avec un autre homme m'a forcé à réévaluer notre relation, ainsi que mon amour-propre. J'ai déménagé temporairement. Pour nous donner à tous les deux l'espace nécessaire afin de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. J'ai fait le nécessaire pour que les factures de la maison soient prélevées automatiquement. Tu trouveras un relevé de nos comptes financiers sur mon bureau. Je te demande de respecter mon besoin de distance pour le moment. Je te contacterai quand je serai prêt à discuter de notre avenir. Julien. J'ai posé la lettre sur la table de la salle à manger, à côté du petit cadeau d'anniversaire que j'avais acheté des semaines auparavant, un bracelet en argent gravé avec la date de notre mariage. Je l'ai laissé sans emballage. En regardant notre maison une dernière fois, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Du chagrin pour ce qui était perdu, de la colère face à la trahison, mais aussi un sentiment grandissant de libération. Pour la première fois peut-être dans notre mariage, j'agissais uniquement pour mon propre bien-être, plutôt que pour notre confort commun. Alors que je verrouillais la porte derrière moi, mon téléphone a vibré. Un autre texto de Béatrice. Où es-tu? Pourquoi tu ne m'as pas répondu pour le pressing? J'ai éteint mon téléphone et j'ai démarré la voiture. Mon nouvel appartement se trouvait au 6e étage d'un immeuble moderne, doté de systèmes de sécurité que Béatrice aurait apprécié si elle l'avait vu. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur le parc de la ville. L'ameublement était minimaliste mais confortable. Et surtout, c'était mon espace, à moi seul. David m'a aidé à déballer l'essentiel. Son soutien était inébranlable, bien qu'il ait visiblement des questions sur mon approche extrêmement mesurée. Tu gères ça avec un sang-froid remarquable, a-t-il observé, alors que nous rangions mes vêtements dans le placard de la chambre. Qu'est-ce que la colère m'apporterait, ai-je demandé. Ça pourrait te soulager, a-t-il suggéré avec un demi-sourire. Sur le moment, peut-être. Mais je joue sur le long terme ici. David a hoché la tête, songeur. Tu as toujours été comme ça. Même quand nous étions enfants, tu attendais le bon moment, alors que je fonçais tête baissée. Il s'est interrompu en suspendant l'un de mes costumes. Tu crois qu'elle est rentrée, là? Probablement, ai-je répondu en regardant ma montre. Il est presque 19 heures. Elle m'a envoyé un texto plus tôt, pensant que je serais là. J'aimerais bien voir sa tête quand elle lira ta lettre. J'ai esquissé un léger sourire. Ce n'est pas pour ça que je le fais. Je sais, a rétorqué David. C'est pour ça que tu sortiras de cette histoire avec ta dignité intacte, quoi qu'il arrive. Après le départ de David, je me suis assis sur le balcon,
regardant le crépuscule s'installer sur la ville. Pour la première fois en 30 ans, je n'avais pas à me soucier des préférences ou de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Cette prise de conscience était à la fois libératrice et déroutante. Mon téléphone, que j'avais rallumé, affichait de multiples notifications. 6 appels en absence et 8 textos de Béatrice. Leur ton passait du registre décontracté à la confusion, puis à la colère. 18h15, je suis à la maison. Où es-tu? 18h30, as-tu eu mes messages pour le pressing? 18h45, Julien, où es-tu? Appelle-moi. 19h, j'ai trouvé ta lettre. C'est ridicule. Appelle-moi tout de suite. 19h15, tu ne peux pas simplement partir. Ce n'est pas toi. 19h30, j'ai fait une seule erreur et tu surréagis complètement. 19h45, toutes mes affaires sont encore là. Qu'est-ce que tu crois faire, exactement? 20h, appelle-moi immédiatement. J'ai posé le téléphone sans lui répondre. Ces messages confirmaient ce que je soupçonnais, Béatrice s'attendait à ce que j'accepte sa trahison, simplement parce que c'est moi. Elle avait pris ma constance pour de la faiblesse, ma loyauté pour un dévouement aveugle. Mais il y avait une autre personne dont elle ignorait l'existence. Ce planificateur stratégique, qui avait passé des décennies à aider ses clients à se préparer aux imprévus de la vie. Et c'était ce Julien-là, désormais, qui tenait les rênes. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Céline à son bureau pour finaliser les aspects financiers de mon plan. J'ai préparé une analyse complète de votre situation, m'a-t-elle annoncé en me tendant un dossier. Les nouvelles sont encore meilleures que ce que je pensais au départ. Elle a passé en revue des projections détaillées. Vos investissements personnels ont systématiquement surperformé le marché. Vous pourriez vivre confortablement pendant encore 30 ans, sans même toucher au capital. Et pour Béatrice, ai-je demandé. Je ne veux pas la laisser sans le sou. Céline a approuvé d'un signe de tête. Cela en dit long sur vous, Julien. Les comptes conjoints continueront de couvrir les dépenses de la maison. De plus, Béatrice a sa propre pension d'enseignante, en plus de ses revenus de la galerie. Elle sera donc en sécurité financière, ai-je conclu, rassuré. Absolument, a confirmé Céline. Il ne s'agit pas d'une punition, mais de votre indépendance. Alors que nous terminions notre réunion, Céline a ajouté, je vous connais tous les deux depuis 15 ans, Julien. Puis-je vous parler franchement? J'ai acquiescé. Béatrice a toujours considéré votre stabilité comme un acquis. Elle poursuivait ses propres intérêts, pendant que vous gériez les aspects pratiques de votre vie commune. Elle a marqué une pause. Je me suis souvent demandé si elle appréciait réellement tout ce que vous aviez construit. Je commence à me poser la même question, ai-je admis. Plus tard dans l'après-midi, Laurent m'a appelé pour me faire un point. Béatrice m'a contacté, a-t-il dit sans préambule. C'était rapide, ai-je répondu, surpris qu'elle ait déjà fait appel aux avocats. Elle voulait savoir si je savais où tu te trouvais. Je lui ai expliqué que, bien que je sois ton avocat, je n'étais pas autorisé à divulguer ta position sans ta permission. Comment a-t-elle réagi? D'abord en colère, puis au bord des larmes. Elle a prétendu que tu faisais une sorte de dépression, que ce comportement ne te ressemblait pas du tout. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle a raison sur ce point. Je lui ai suggéré de t'accorder l'espace que tu réclamais, a poursuivi Laurent. Et je lui ai rappelé qu'après 30 ans de mariage, ta réaction face à ces activités d'anniversaire méritait peut-être réflexion de sa part. Merci, lui ai-je dit, reconnaissant pour son tact. Elle a aussi mentionné qu'elle avait essayé d'accéder à votre compte d'investissement commun, et qu'elle avait découvert que les autorisations avaient été modifiées. Comme nous l'avions discuté. Je lui ai confirmé qu'elle pouvait consulter les comptes, mais qu'elle ne pouvait pas effectuer de retrait sans mon accord. Elle n'était pas ravie, a commenté Laurent d'un ton sec. Mais sur le plan légal, tu as été scrupuleusement juste. Les comptes de la maison restent intacts, et tu as simplement protégé tes actifs personnels. Après notre appel, j'ai continué à aménager mon nouvel espace. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à disposer les objets uniquement selon mes propres préférences. Les petites décisions où placer une lampe,
de quel côté du lit dormir devenaient de véritables actes d'autodétermination. Dans la soirée, j'ai marché jusqu'à un restaurant du quartier pour dîner. L'hôtesse m'a installé à une petite table, près de la fenêtre. Une seule personne ce soir, a-t-elle demandé gentiment. Juste moi, ai-je confirmé, surpris de voir à quel point ces mots étaient libérateurs. Pendant que je savourais mon repas, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, un véritable sentiment des possibles. Pendant des décennies, chaque décision avait été prise dans le cadre strict de notre mariage. Aujourd'hui, l'avenir restait entièrement à écrire. Mon téléphone a vibré pour m'annoncer un texto d'Alexandre, « J'espère que tu t'installes bien, oncle Julien. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. » J'ai répondu en le remerciant pour son aide, et en lui proposant un déjeuner prochainement. Alors que je retournais à mon appartement, j'ai remarqué qu'une sensation familière m'avait quitté toute la journée. Cette anxiété subtile que je traînais depuis des mois, à mesure que le comportement de Béatrice changeait. À sa place se trouvait quelque chose de nouveau. La confiance tranquille de quelqu'un qui avait enfin choisi le respect de soi, plutôt qu'une illusion confortable. Mon nouvel immeuble est apparu dans mon champ de vision, ses lumières m'accueillant dans l'obscurité du soir. Pour la première fois depuis l'annonce de Béatrice, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas seulement de la colère ou de la blessure, mais une véritable curiosité quant à ce que ce nouveau chapitre pourrait m'apporter. 3 jours se sont écoulés dans mon nouvel appartement, sans aucun contact direct avec Béatrice. Par l'intermédiaire de Laurent, j'ai appris qu'elle était désemparée et désorientée par mon départ. Je trouvais cela ironique, étant donné qu'elle s'attendait à ce que j'accepte calmement son infidélité. Ma routine quotidienne a adopté un nouveau rythme. Un café matinal sur le balcon, des promenades dans le parc voisin. Des soirées passées à lire ou à regarder des documentaires, que j'avais toujours aimés, mais que Béatrice trouvait ennuyeux. De petits plaisirs, certes, mais très significatifs, car ils représentaient mon autonomie retrouvée. Le 4e jour, Morgane, l'agente immobilière qui m'avait aidé pour l'appartement, m'a appelé pour me proposer une opportunité inattendue. « Vous vous souvenez m'avoir dit que vous aimeriez faire du bénévolat ?» m'a-t-elle demandé. Mon frère dirige un programme d'éducation financière au centre communautaire. Ils ont besoin de quelqu'un avec votre profil, pour aider les seniors à gérer leur retraite. Le timing semblait parfait. C'était une façon constructive d'utiliser mes compétences, tout en tissant de nouveaux liens. Cela m'intéresse, lui ai-je dit. Quand pourrais-je commencer? Ils ont une réunion d'intégration ce jeudi, si cela vous convient. J'y serai, ai-je répondu. Je ressentais un but qui m'avait fait défaut. Après notre appel, j'ai vérifié mes emails et j'ai trouvé un message de Béatrice. C'était sa première communication directe depuis mon départ. Julien, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu n'as jamais agi ainsi en 30 ans. J'ai fait une erreur. Je l'admets. Mais ta réaction est complètement disproportionnée. Tu m'as bloqué l'accès à nos investissements. Tu ignores mes appels, et tu as disparu sans donner d'explication valable. Quel que soit le message que tu essaies de faire passer, c'est fait. Il est temps de rentrer à la maison, pour que nous puissions en discuter comme des adultes. Ce traitement par le silence est puéril, et indigne de toi. Béatrice. Son message en disait long. Pas seulement par ce qu'elle écrivait, mais surtout par ce qui y manquait. Aucune véritable reconnaissance de la blessure qu'elle avait causée. Aucun remords sincère. Juste de la frustration de voir que je ne me comportais pas selon ses attentes. J'ai rédigé une réponse courte et mesurée. Béatrice, je n'ai pas bloqué ton accès au compte de la maison. Il continue de fonctionner normalement. J'ai uniquement sécurisé mes investissements personnels, ce qui a toujours été mon droit légal. Je ne t'inflige pas un traitement par le silence. J'ai précisé dans ma lettre que j'avais besoin d'espace pour réfléchir à notre situation, et je t'ai demandé de le respecter. Je te contacterai quand je serai prêt à discuter de notre avenir. Julien. Après avoir envoyé ce message, j'ai reçu une alerte de notre système de sécurité domestique. Béatrice avait modifié les codes d'accès. C'était peut-être une tentative de représailles, ou simplement une façon pour elle d'affirmer son contrôle sur quelque chose. Je me suis rendu compte que cela m'était égal. Je n'avais aucun projet immédiat de retour.
Le programme d'éducation financière s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Le centre communautaire bouillonnait d'activités, des seniors apprenant l'informatique, des cours d'art, des programmes de bien-être. La directrice, Elena Vasquez, m'a accueilli chaleureusement. Votre parcours est parfait pour ce programme, m'a-t-elle dit lors de l'intégration. Beaucoup de nos participants sont vulnérables face à la désinformation financière. Avoir quelqu'un avec votre expertise est inestimable. Le travail m'a immédiatement apporté une grande satisfaction. Lors de ma première séance, j'ai aidé une femme, récemment veuve, à comprendre les placements complexes de son défunt mari. Ce savoir l'a visiblement soulagée de son anxiété. J'avais tellement peur de faire des erreurs, m'a-t-elle confié. Mes enfants sont pleins de bonnes intentions, mais ils m'ont poussé à prendre des décisions avant que je ne sois prête. Les décisions financières ne doivent jamais être précipitées, l'ai-je rassuré. Prenez le temps dont vous avez besoin pour comprendre vos options. En la conseillant, j'ai fait le parallèle avec ma propre situation. L'importance de prendre des décisions fondées sur la connaissance, plutôt que sous le coup de l'émotion ou de la pression extérieure. Après la séance, Elena m'a invité à me joindre à l'heure du café du centre. Créer du lien social est tout aussi important que de partager des connaissances, m'a-t-elle expliqué. Je me suis retrouvé à discuter avec plusieurs participants. Nous avons parlé de tout, des petits-enfants au projet de voyage. Pour la première fois depuis des années, je rencontrais des gens qui ne me connaissaient pas comme la moitié du couple Julien et Béatrice. Ils me voyaient simplement comme Julien, compétent, réfléchi et impliqué. Alors que je m'apprêtais à partir, Elena m'a glissé, nous avons un programme de voyage de groupe qui pourrait vous intéresser. Rien d'extravagant. Des excursions d'un week-end pour visiter des musées, des sites historiques, ce genre de choses. J'y réfléchirai, ai-je répondu, réalisant que j'étais désormais libre d'envisager de telles opportunités. En rentrant à pied vers mon appartement, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis des mois. La douleur de la trahison de Béatrice n'avait pas disparu, mais elle ne me consumait plus tout entier. J'étais en train de construire quelque chose de nouveau. Non pas en réaction à ses actes, mais pour moi-même. La semaine suivante avait lieu la fête de remise des diplômes d'Alexandre. C'était un événement que je ne pouvais pas manquer, même si je savais que Béatrice y serait. Mon frère David m'a appelé pour me prévenir. Elle raconte aux membres de la famille que tu fais une sorte de dépression, m'a-t-il dit. Elle prétend que ta réaction est totalement disproportionnée, et très inquiétante. Je m'y attendais, ai-je répondu sereinement. Tu viens toujours, n'est-ce pas? Alexandre serait dévasté si tu ratais ça. Bien sûr que je viens, l'ai-je rassuré. Je ne me cache pas, David. J'établis simplement des limites. Le jour de la fête est arrivé, sous un magnifique soleil de printemps. J'ai conduit jusqu'à la maison de David, en banlieue, en me sentant remarquablement serein. Quoi qu'il arrive avec Béatrice, je garderai ma dignité. David m'a accueilli par une tape amicale sur l'épaule. Elle est déjà là, m'a-t-il murmuré. Avec Suzanne. J'ai acquiescé, ajustant la veste légère que je portais sur une chemise bleue, celle qu'Alexandre m'avait un jour complimentée. Tout va bien, David. Il n'est pas question de faire un drame. Le jardin était rempli par la famille et les amis d'Alexandre. J'ai tout de suite repéré Béatrice. Elle avait changé de coiffure, portait une nouvelle robe, et gesticulait avec animation en parlant à ma belle-sœur. Elle faisait semblant que tout était normal, j'en étais persuadé. Je me suis d'abord approché d'Alexandre, lui remettant une carte contenant un chèque généreux, et mes plus sincères félicitations. Oncle Julien, m'a-t-il dit en m'étreignant chaleureusement. Je suis tellement heureux que tu sois venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, lui ai-je assuré. Tu as travaillé dur pour cette réussite. Alors que nous discutions de ses perspectives d'emploi, j'ai senti Béatrice s'approcher. L'expression d'Alexandre a subtilement changé. De toute évidence, il avait été mis au courant de notre situation. Je devrais aller remercier d'autres invités, a-t-il glissé avec tact. On discutera plus longuement tout à l'heure. Béatrice s'est engouffrée dans l'espace qu'il venait de libérer. Son expression était un mélange savamment dosé d'inquiétude et de retenue. Julien, a-t-elle lancé, comme si nous nous étions vus la veille. Tu as l'air en forme. Merci, ai-je répondu d'un ton neutre.
Félicitations pour la réussite d'Alexandre. Le soutien scolaire que tu lui as apporté quand il était petit a fait la différence. La conversation banale est une véritable armure. C'est une compétence que nous avions tous les deux maîtrisée, au fil de nos décennies passées ensemble. Il faut qu'on parle, a-t-elle insisté en baissant la voix. Ça a assez duré. Ce n'est pas le lieu idéal, ai-je rétorqué doucement. Quand, alors? Tu ignores mes appels. Tu as déménagé sans même qu'on en discute correctement. Tu as pris des décisions concernant ma vie, sans me consulter. Toi, ai-je terminé d'un ton modéré. Oui, c'est vrai. C'est une expérience nouvelle pour moi. Son visage s'est durci. Ce n'est pas ton genre, Julien. Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connu, ai-je suggéré, avant de m'excuser pour aller saluer d'autres membres de la famille. Tout au long de l'après-midi, j'ai pu sentir le regard de Béatrice sur moi, essayant de jauger ma détermination. Je suis resté agréable, impliqué avec ma famille, et visiblement très à l'aise dans mon indépendance. Alors que la fête touchait à sa fin, je me suis préparé à partir, disant au revoir à Alexandre et David. Béatrice m'a intercepté près de ma voiture. « Tu ne rentres vraiment pas à la maison ?» a-t-elle demandé. Son ton était à la fois provocateur et hésitant. « Pas aujourd'hui » ai-je répondu calmement. « Combien de temps ça va durer, Julien ? Nous devons régler cette situation. » Je l'ai observé un instant, songeur. La femme avec qui j'avais passé 30 ans ressemblait soudain à une étrangère. Une personne persuadée que mes sentiments étaient secondaires face à ses propres désirs. Je suis d'accord. Il nous faut une résolution, ai-je affirmé. Mais résolution ne signifie pas nécessairement un retour à la case départ. Quand je serai prêt à discuter de notre avenir, je te contacterai. Notre avenir ? Sa voix s'est légèrement élevée. Il n'y a aucun doute sur notre avenir. Nous sommes mariés depuis 30 ans. C'est juste un nid de poule sur la route. Un nid de poule ? J'ai répété l'expression. Elle révélait à quel point nos perceptions de l'événement étaient différentes. C'est une façon intéressante de décrire le fait de passer délibérément la nuit de notre anniversaire avec un autre homme. Elle a perdu de sa superbe. C'était une seule erreur, Julien. Après 30 ans, ne méritais-je pas un peu de pardon ? Le pardon exige des remords, ai-je dit doucement. Tu as exprimé de la frustration face à mon comportement qui n'est pas celui que tu attendais. Mais je n'ai vu aucun regret sincère pour le mal que tu as fait. J'ai ouvert la portière de ma voiture, signalant ainsi la fin de notre échange. Je dois y aller. Tu ne peux pas simplement partir, a-t-elle lancé, la voix tremblante. Ce n'est pas toi. J'ai souri légèrement. Peut-être que nous sommes tous les deux en train de découvrir qui je suis vraiment. En m'éloignant, j'ai aperçu Béatrice dans mon rétroviseur. Elle se tenait seule dans l'allée. C'était l'inversion totale de la scène de notre nuit d'anniversaire. 2 semaines après la fête d'Alexandre, ma vie dans l'appartement avait pris un rythme réconfortant. Mon bénévolat au centre s'était élargi à 3 jours par semaine. J'avais également commencé à participer à leur rencontre sociale du vendredi. De simples connaissances devenaient des amis. En particulier Hélène, une professeure de littérature à la retraite, dotée d'un esprit vif et de perspectives très réfléchies. « Tu as l'air différent aujourd'hui » m'a-t-elle fait remarquer, alors que nous nous promenions dans le parc après une séance de bénévolat. Plus apaisé, d'une certaine manière. Je crois que je le suis, ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. Le choc initial est passé, et je commence à trouver mes marques. D'après mon expérience, a dit Hélène, les grands bouleversements de la vie finissent toujours par se révéler être soit des désastres, soit de nouvelles portes qui s'ouvrent. Tu as l'air de franchir l'une de ces portes. Sa réflexion m'a accompagné tout au long de la journée, d'autant plus que je me préparais à une rencontre inévitable. Le dîner d'anniversaire de ma belle-sœur, où Béatrice serait sans aucun doute présente. Laurent m'avait tenu informé de l'escalade des réactions de Béatrice, face à mon absence prolongée. Elle avait consulté son propre avocat, bien qu'elle n'ait intenté aucune action en justice. Elle avait tenté, en vain, de retirer une somme importante de l'un de nos comptes communs. Pas pour des nécessités de la vie, mais pour un voyage improvisé à Paris. Plus révélateur encore, elle avait commencé à dire à ses amis que je traversais une crise de la soixantaine.
Elle construit un récit où c'est votre comportement qui pose problème, m'avait expliqué Laurent, lors de notre point téléphonique hebdomadaire. C'est un mécanisme de défense classique, quand une personne ne peut pas faire face à ses propres actes. Je ne suis pas surpris, ai-je répondu. C'est plus facile que d'admettre qu'elle a traité notre mariage comme un bien jetable. Comment te sens-tu à l'idée de la voir au dîner de demain? Préparé, ai-je répondu en toute honnêteté. Je n'ai pas hâte, mais je n'appréhende plus non plus. Laurent a gloussé. Tu sais, la plupart des clients dans ta situation sont soit en train de s'effondrer, soit en train de comploter une vengeance. Ton sang-froid est remarquable. Pas du sang-froid, les jeux corrigés. De la lucidité. Le restaurant que la sœur de Béatrice avait choisi pour fêter son anniversaire était chic, avec une lumière tamisée. Le genre d'endroit où les conversations restent privées, malgré la proximité des autres tables. Je suis arrivé exactement à l'heure. Ni trop tôt pour ne pas paraître impatient, ni trop tard pour ne pas faire une entrée remarquée. Béatrice était déjà installée avec sa sœur, Émilie, et son beau-frère, Robert. Elle avait choisi une tenue que je connaissais bien, cette robe bleue qu'elle portait lorsqu'elle voulait paraître particulièrement compatissante ou vulnérable. Un choix calculé, j'en étais sûr. Julien m'a chaleureusement accueilli Émilie. Je suis tellement contente que tu aies pu venir. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, ai-je répondu sincèrement. Émilie avait toujours été gentille avec moi. J'ai pris la seule place disponible, juste en face de Béatrice. Elle avait délibérément organisé cela, j'en avais la certitude. Tu as l'air en forme, a-t-elle lancé, son ton suggérant la surprise. Merci, ai-je répondu. Et toi, comment vas-tu? De simple politesse. L'échafaudage de base d'une interaction civilisée entre deux personnes, partageant un passé commun et un avenir incertain. Tout au long de l'entrée, la conversation est restée générale. Les enfants d'Émilie, la récente retraite de Robert, les nouvelles du quartier. J'y ai participé naturellement, sans être en retrait ni exagérément animé. Béatrice m'observait avec une perplexité grandissante. Elle s'attendait clairement à de l'hostilité, ou à de la détresse de ma part. Au moment où le plat principal est arrivé, Émilie a posé la question que Béatrice attendait probablement. Alors, comment allez-vous tous les deux? Y a-t-il du progrès dans votre situation? Avant que Béatrice ne puisse répondre, j'ai pris la parole calmement. Nous prenons le recul nécessaire pour évaluer ce qui va suivre. Du recul, a répété Béatrice, en posant sa fourchette. C'est une façon polie de décrire un abandon. Personne n'a été abandonné, ai-je répondu d'un ton égal. Les comptes de la maison sont toujours approvisionnés. Tu as accès à tout ce dont tu as besoin. Sauf à mon mari, a-t-elle répliqué, la voix s'élevant légèrement. Émilie et Robert ont échangé un regard gêné. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour cette discussion, a suggéré Robert. Non, je trouve que c'est parfait, a rétorqué Béatrice. Julien évite toute vraie conversation depuis des semaines. Peut-être qu'avoir des témoins l'encouragera à être honnête. J'ai soutenu son regard sans broncher. J'ai été totalement honnête, Béatrice. J'avais besoin de distance pour réfléchir clairement à ce qui s'est passé, et à ce que cela implique pour notre avenir. Ce qui s'est passé et bat-elle fait l'écho, c'est une seule erreur que tu as complètement montée en épingle. Était-ce une erreur, ai-je demandé calmement. Ou était-ce un choix que tu t'attendais à me voir accepter, car tu pensais que je n'avais pas d'autre alternative? Son visage a confirmé mes soupçons avant même qu'elle ne puisse formuler une réponse. Tu as passé la nuit de notre 30e anniversaire avec un autre homme, ai-je poursuivi, la voix posée mais ferme. Ce n'était pas un coup de tête, mais le fruit de mois de préparation. Tu en as discuté avec des amis, qui étaient au courant avant moi. Ensuite, tu as cru que je me contenterais d'attendre ton retour, parce que c'est dans ma nature. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. Ce n'était clairement pas la version que Béatrice leur avait racontée. Tu donnes l'impression que c'était calculé, a protesté Béatrice. Ça ne l'était pas, ai-je demandé. Les reçus pour de la nouvelle lingerie, les emails supprimés, les photos qui remontent à des mois. Tout cela suggère la préméditation, pas une simple impulsion. Béatrice a rougi, jetant un regard vers sa sœur. Ça ne s'est pas passé comme ça.
Comment ça s'est passé, alors, ai-je interrogé. J'étais sincèrement curieux d'entendre comment elle justifiait ses actes. J'avais juste besoin de quelque chose de différent, de quelque chose d'excitant. Elle s'est penchée en avant. Mais cela ne signifiait rien, Julien. C'était uniquement physique, pas émotionnel. Notre mariage reste ce qui compte le plus pour moi. C'est là le cœur du problème, ai-je rétorqué. Tu as cru que tu pouvais compartimenter notre mariage. Garder la sécurité et la stabilité que je t'offrais, tout en cherchant l'excitation ailleurs. Tu n'as pas posé la question ni ouvert la discussion. Tu as annoncé ta décision, et tu as exigé ma docilité. Émilie et Robert sont restés muets, témoins d'une révélation qu'ils n'avaient pas anticipée. Après 30 ans, a dit Béatrice, sa voix s'adoucissant pour adopter ce ton persuasif que je connaissais après d'innombrables discussions. Ne méritais-je pas un peu de compréhension? Un peu de pardon? Tout le monde a droit à la compréhension, ai-je concédé. Mais le pardon exige une prise de conscience et des remords, pas de simple justification. Et personne ne mérite de trahir la confiance de son partenaire sans en subir les conséquences. Donc, c'est une punition, a-t-elle conclu amèrement. Non, les jeux corrigés. C'est de l'amour-propre. Pendant 30 ans, j'ai fait passer notre mariage avant mes propres besoins. Je ne regrette pas ce choix. Mais j'ai réalisé qu'il avait créé une dynamique, dans laquelle tu as fini par croire que ma dignité était négociable. Béatrice m'a fixé du regard, semblant voir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Que veux-tu de moi, Julien, a-t-elle finalement demandé. Rien, ai-je répondu en toute sincérité. Je ne te demande rien. Je fais simplement des choix pour moi-même maintenant, tout comme tu l'as fait pour toi. Le reste du dîner s'est écoulé dans une ambiance tendue, autour de sujets de conversation plus sûrs. Au moment de partir, Béatrice a fait une dernière tentative. Veux-tu au moins rentrer à la maison, pour que nous puissions discuter correctement, a-t-elle demandé. Son ton laissait entendre que c'était un compromis raisonnable. J'ai ma propre maison maintenant, ai-je répondu. Quand je serai prêt à discuter de notre avenir, je te le ferai savoir. Alors que je marchais vers ma voiture, Émilie m'a rattrapé. Julien, a-t-elle dit en me touchant le bras. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était vraiment passé. Béatrice nous avait dit que tu traversais une sorte de crise. Je ne suis pas surpris, ai-je soupiré. C'est plus simple que d'admettre la vérité. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté doucement, je trouve que tu gères ça avec une dignité remarquable. Ces mots m'ont accompagné pendant mon trajet de retour. Pas comme une validation de mon ego, mais comme la confirmation que d'autres pouvaient voir ce que Béatrice refusait d'admettre. Le respect de soi n'est ni égoïste ni déraisonnable, il est simplement nécessaire. 3 mois après avoir quitté notre domicile, j'ai croisé Béatrice par hasard au marché fermier du coin. J'avais pris l'habitude, le samedi matin, de choisir des produits frais pour la semaine, savourant le plaisir simple de cuisiner pour moi-même. Elle avait l'air différente, plus mince, et moins apprêtée que d'ordinaire. Elle m'a repéré avant que je ne la voie. Elle se tenait près d'un étalage de fruits rouges d'été. Julien, a-t-elle dit. Sa voix portait une hésitation que j'avais rarement entendue chez elle. Béatrice, ai-je répondu, poli, mais sans effusion. Comment t'en sors-tu, a-t-elle demandé, en m'observant avec une surprise évidente. Tu as bonne mine. Merci, ai-je dit, en choisissant une barquette de myrtilles. Le centre communautaire me garde actif. Le centre communautaire? J'y fais du bénévolat, j'enseigne la gestion financière aux seniors. Je ne me suis pas étendu sur la satisfaction que je tirais de ce travail, ni sur les nombreuses nouvelles rencontres que j'y avais faites. C'est bien, a-t-elle dit, s'efforçant visiblement d'entretenir la conversation. La maison semble très vide. J'ai hoché la tête, prenant acte de sa remarque sans pour autant accepter l'invitation implicite à parler d'un retour. As-tu déjeuné, a-t-elle soudain demandé. On pourrait peut-être discuter un peu. J'ai envisagé de refuser, mais j'ai réalisé qu'un lieu public faciliterait sans doute cette conversation que nous devions avoir tôt ou tard. On pourrait prendre un café, ai-je proposé. C'est un engagement moins lourd qu'un déjeuner. 20 minutes plus tard, nous étions assis à la terrasse d'un café. C'était un écho troublant aux innombrables samedis matins que nous avions partagés, tout au long de nos 30 années communes.
tu as changé, a déclaré Béatrice après qu'on nous a servi nos boissons. Vraiment, ai-je demandé. Ou bien est-ce que je montre simplement des facettes de ma personnalité qui ont toujours été là, mais rarement exprimées? Elle a réfléchi un instant. Peut-être un peu des deux. Tu as l'air plus décidé. J'ai dû prendre des décisions pour moi-même, ai-je reconnu. Ça m'a permis d'y voir plus clair. Julien, a-t-elle dit en reposant sa tasse. Cela fait plus de 3 mois. Combien de temps cette séparation va-t-elle durer? Je n'en sais rien, ai-je répondu franchement. Je suis toujours en train d'assimiler ce qui s'est passé, et ce que cela signifie pour notre avenir. Ce que cela signifie, a-t-elle répété. C'était une seule nuit, Julien. Une seule erreur que tu transformes en la fin de nos 30 années de mariage. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas juste une nuit, Béatrice. C'était le point culminant d'un schéma bien établi. Un fonctionnement où mes sentiments et ma dignité passaient après tes propres désirs. Cette nuit-là n'était qu'un symptôme, pas la maladie. Elle a rougi. Ce n'est pas juste. Vraiment, ai-je demandé avec douceur. À quand remonte la dernière fois où tu t'es soucié de l'impact que tes actes auraient sur moi, avant de prendre une décision? À quand remonte la dernière fois où tu as traité notre mariage comme un partenariat, plutôt que comme un filet de sécurité infaillible, peu importe ton comportement? Béatrice a fixé son café, incapable de me fournir le moindre exemple. Le problème n'est pas seulement l'infidélité, ai-je continué. C'est ce déséquilibre profond. Celui qui t'a fait croire qu'un tel comportement était acceptable, et que j'allais me plier à toutes tes décisions, simplement parce que c'est ma nature. Je n'ai jamais voulu te considérer comme un acquis, a-t-elle dit à voix basse. Je te crois, ai-je répondu. Mais tu l'as fait, de façon constante et pendant des années. Et je l'ai permis, en privilégiant l'harmonie à l'honnêteté. Nous sommes restés assis en silence un moment. Le poids de nos 30 ans de vie commune planait entre nous. Es-tu heureux, Julien, a-t-elle fini par demander. La question semblait la surprendre elle-même. J'y ai mûrement réfléchi. Je suis en paix avec moi-même. Et c'est bien plus précieux que ce que j'avais avant. Et nous, a-t-elle demandé. Y a-t-il encore un nous? Je ne sais pas, ai-je admis. Cela dépendra de si nous voulons la même chose pour l'avenir. Que veux-tu? Le respect mutuel, ai-je dit simplement. Une relation où la dignité des deux personnes compte à part égale. Où les grandes décisions se prennent à deux, sans être annoncées de manière unilatérale. Elle a lentement hoché la tête. Je crois que je comprends. Au moment de nous quitter, Béatrice a demandé, m'appelleras-tu pour que nous puissions parler davantage? Oui, ai-je promis. Quand je serai prêt. En rentrant vers mon appartement, j'ai réalisé que notre conversation n'avait pas eu la charge émotionnelle que j'avais redoutée. À la place, il y avait eu quelque chose de plus calme. Une évaluation lucide de ce qui avait été, et de ce qui pourrait être possible. La semaine suivante a apporté une nouvelle opportunité par le biais du centre communautaire. Il s'agissait d'un programme de mentorat, mettant en relation des professionnels expérimentés avec des étudiants. Mon neveu Alexandre avait suggéré que j'apprécierais sans doute d'accompagner des jeunes dans leurs choix financiers. Mon oncle a un don pour expliquer des concepts financiers complexes, avait-il dit à Elena, la directrice du programme. Et c'est un excellent auditeur. Quand Elena m'a proposé d'y participer, j'ai accepté sur le champ. Travailler avec de jeunes adultes m'attirait. C'était l'occasion de partager mon savoir, sans rien attendre en retour. La première séance de mentorat a dépassé toutes mes espérances. 5 étudiants étaient réunis dans la salle de réunion du centre. Leurs questions étaient pertinentes, et leur reconnaissance était sincère. Mes parents n'arrêtent pas de me dire de privilégier la sécurité de l'emploi, m'a expliqué Mia, une étudiante en marketing. Mais je suis passionné par la création de contenu numérique. Comment puis-je équilibrer le côté pratique avec la poursuite de ce que j'aime vraiment? C'est la grande question de la vie d'adulte, lui ai-je répondu. Mais ce n'est pas forcément un choix binaire, où l'on doit exclure l'un pour faire l'autre. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons discuté d'approches pratiques pour construire une sécurité financière, tout en poursuivant ses passions. J'ai partagé des stratégies que j'avais développées au cours de mes décennies de planification financière,
sans pour autant prétendre détenir la vérité absolue. À la fin de la séance, Alexandre, qui m'avait rejoint à la fois comme participant et comme soutien familial, est resté un moment avec moi. C'était génial, oncle Julien, a-t-il dit alors que nous sortions ensemble. Tu as vraiment su créer un lien avec tout le monde. Ça fait du bien, ai-je admis, d'utiliser mon expérience pour aider les autres à faire leur choix. Tu sais ce que j'ai remarqué, a demandé Alexandre. Tu as l'air plus heureux aujourd'hui que tu ne l'as été depuis des années. Son observation m'a surpris. Vraiment? Totalement. Tu es plus présent. On dirait que tu es pleinement investi dans ta vie, au lieu de juste faire les choses par habitude. J'ai réfléchi à ces paroles tout en marchant. C'est peut-être le cas. Le fait de faire des choix actifs, plutôt que d'accepter des rôles passifs, a été quelque chose de transformateur pour moi. Tu m'as appris une chose très importante, a ajouté Alexandre. En regardant comment tu as géré toute cette histoire avec tante Béatrice. Et c'est quoi? Que apprendre à se défendre et se respecter n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Ces mots ont résonné en moi bien après qu'on se soit quitté. Ma tentative de retrouver ma dignité avait-elle pu servir d'exemple à d'autres? Cette pensée m'a apporté une satisfaction inattendue. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'une organisation internationale de bénévolat sur laquelle j'avais fait des recherches. Ils proposaient des postes d'enseignement de 3 mois en Asie du Sud-Est, pour des professionnels ayant une expertise financière. C'était l'opportunité de partager mon savoir, tout en découvrant une culture différente. 6 mois plus tôt, un tel projet m'aurait paru impossible. Ça aurait été une perturbation dans la vie si soigneusement équilibrée que Béatrice et moi avions construite. À présent, cela représentait le champ des possibles. Assis sur mon balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer avec le crépuscule, j'ai commencé à rédiger ma candidature. Que Béatrice et moi trouvions, ou non, un moyen d'avancer ensemble, j'avais découvert quelque chose d'essentiel. Ma capacité à grandir et à évoluer ne s'était pas arrêtée avec ma retraite, ni avec mon mariage. Ce qui avait commencé comme une fin s'était transformé en une porte ouverte vers des opportunités inattendues. Le chemin à venir restait incertain. Mais, pour la première fois depuis des décennies, cette incertitude avait un parfum d'aventure, et non d'anxiété. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal, aujourd'hui, j'ai réalisé que retrouver sa dignité, ce n'est pas seulement poser des limites contre le manque de respect. C'est aussi s'ouvrir à de nouvelles opportunités. À 68 ans, je ne termine pas mon histoire. J'en commence un nouveau chapitre. La dignité ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Elle réside dans le respect inébranlable que nous nous portons à nous-mêmes. Lorsque Béatrice a traité notre mariage comme une commodité, elle n'a pas seulement trahi nos vœux. Elle a présumé que ma valeur personnelle était négociable. Le chemin parcouru, depuis cette douloureuse nuit d'anniversaire jusqu'à ma nouvelle vie, n'avait rien d'une punition. C'était une reconquête. Celle de mon respect personnel, qui n'aurait jamais dû être compromis. Nous sommes tous confrontés à des moments où maintenir ses limites semble plus difficile que d'abandonner. L'harmonie temporaire de la soumission paraît bien plus simple que l'inconfort de tenir bon. Mais ce que j'ai appris tout au long de ce parcours, c'est que les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont essentielles. Sans elles, nous n'offrons pas aux autres notre véritable identité, mais seulement le reflet de ce qu'ils ont envie de voir. Les fins, comme je l'ai découvert, sont bien souvent des commencements déguisés. La fin de mon rôle de filet de sécurité pour Béatrice m'a libéré l'espace nécessaire pour devenir quelqu'un de plus authentique. Un homme pleinement engagé dans sa propre vie, et non un simple soutien à celle de quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas que les relations ne nécessitent aucun sacrifice. Cela signifie qu'une connexion saine doit toujours équilibrer le don de soi et le respect de soi. Si vous vous sentez diminué dans une relation ou que ce soit avec un partenaire, un membre de la famille ou un ami, sachez que retrouver sa dignité n'a rien à voir avec la colère ou la vengeance. C'est avoir le courage discret de dire « ma valeur n'est pas négociable ». Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation de soi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une vérité nécessaire. Comme Julien, nous méritons tous des relations fondées sur le respect mutuel, plutôt que sur la commodité ou l'habitude. Que vous ayez 20 ou 80 ans, il n'est jamais trop tard pour affirmer que votre dignité compte. Non pas comme une exigence, mais comme un fait simple et inaltérable.
Le voyage le plus profond ne vous mènera pas vers des destinations exotiques, mais vers votre identité la plus authentique. Et ce voyage commence par une seule prise de conscience, puissante, vous méritez le respect, particulièrement de la part de ceux qui prétendent vous aimer. Nous connaissons tous quelqu'un qui mérite de retrouver sa dignité. Partagez cette histoire pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls.